Je suis donc très heureux de vous recevoir ici en tant que sénateur, mais surtout en tant que coprésident avec Philippe Buron, coprésident de TDE, ici dans les salons du Sénat. Alors, la réunion de ce matin est une réunion intéressante parce qu'elle touche directement à l'actualité et vous avez constaté les uns et les autres que nous avons véritablement subi un tsunami légal, un cadre légal qui a explosé à tout point de vue, qui s'est sans doute pour nous, me semble-t-il, amélioré, mais qui transforme énormément de choses. Donc on a un cadre légal avec des lois qui se succèdent les unes après les autres, que ce soit la loi MAPTAM, que ce soit la loi NOTRe, que ce soit la loi Macron, que ce soit la loi transition énergétique, toutes ces lois concernent les transports directement. Et elles font évoluer le modèle tel qu'on le connaissait jusqu'à ces derniers temps de manière significative. Sans compter qu'en plus, on a des modifications là aussi très importantes du cadre régional. Les régions qui fusionnent, ça donne aussi une autre perspective. Si vous rajoutez là-dessus que nous avons désormais des concurrences, alors moi j'ai toujours été pour la concurrence dans le ferroviaire, pour stimuler notre ferroviaire national. Je ne l'ai pas obtenu dans la loi de ferroviaire du 4 août. Mais, vous voyez, il suffit d'espérer. Et là où je n'attendais pas la concurrence, elle est arrivée par l'autocar, donc c'est parfait, ça va stimuler, j'imagine, un tout petit peu le système pour que ce système-là soit plus performant à l'égard des personnes, des usagers, des clients. Le but de la démarche, pour nous tous, me semble-t-il, c'est pas de défendre nos institutions, mais c'est de défendre l'intérêt général et donc ceux qui prennent les transports et leur donner la meilleure qualité possible. Dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup à faire. Alors, nous avions demandé au Sénat, de manière un peu sage, qu'on ne devait pas pouvoir, au-dessous de 200 km entre deux arrêts, pouvoir s'imposer. L'Assemblée nationale en a décidé différemment, et c'est donc 100 km. Et qui va être le juge de paix là-dedans? Eh bien, le juge de paix est là. Pierre Cardot, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là, président de la RAF, de même président de la RAFER, on attend le décret, il n'est pas encore sorti. Hein, il n'est pas encore sorti. Bien. Donc, qui va s'occuper du ferroviaire, il était déjà bien, travaillé beaucoup déjà, mais maintenant il va avoir le routier. Et on sait que les décisions qui ont déjà été prises par la RAF sont des décisions qui bousculent un peu le paysage. Donc j'imagine que Pierre, tout à l'heure, nous en dira davantage sur la vision qu'il a, lui, qui devient finalement, et c'est pour ça qu'on est là ce matin, à côté d'Ingrid Maréchal, que je ne présente plus, qui est la secrétaire générale de la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs, donc une personne qui est heureuse. C'est ça, elle répond oui, bon. Et Jean-Yves Petit, qui est mon collègue de la région PACA, vice-président donc du conseil régional, qui a en charge les transports et l'intermodalité, et à qui de temps en temps je fais quelques misères. Bon, lui aussi. Bien. Donc, Philippe, nous sommes en ordre de marche. Nos invités sont là. Je crois que j'ai assez parlé et je passe la parole tout de suite à notre ami Michel Agès, qui vient d'arriver. Voilà. D'abord, micro. Le verrou accélère quand on se fait la bête, mais ralentit quand on se le. Alors. Bonjour à tous. Je ne sais pas si ça marche. Le régulateur français ARAF aujourd'hui, ARAFER demain, est au centre d'un paysage de transport et de mobilité en plein bouleversement. La libéralisation du transport ferroviaire de marchandises et celle du transport international de voyageurs, je parle sous contrôle de Pierre Cardot, en furent les premières étapes. Il va nous le rappeler dans un instant. La loi Macron libéralisant le transport par autocar longue distance en est la récente seconde, du moins dans l'actualité de la RAF. L'irruption et le succès des start-up de covoiturage grâce au numérique on est la troisième. Ces trois étapes s'inscrivent dans le cadre de la réforme territoriale en cours
avec une répartition nouvelle des rôles et un pouvoir renforcé des régions. Enfin, le coup de chaud qui s'est produit fin 2014 et début 2015 entre l'État et les sociétés d'autoroutes, sur fond de grogne parlementaire et de renoncement à l'écotaxe PL, a abouti à élargir encore les missions de la future ARAFER en lui confiant le contrôle des contrats pluriannuels signés entre les deux parties et du régime des péages d'autoroute. Nous allons évoquer tous ces sujets et examiner comment chacun devra s'adapter à cette nouvelle donne. Je donne tout de suite la parole à Pierre Cardot, président de l'ARAF, pour, s'il le veut bien, une dizaine de minutes, pour planter le décor. Bien, merci beaucoup, messieurs les vice-présidents, mesdames, messieurs. L'ARAF a été créée, c'est une des plus jeunes autorités de régulation en France. C'est la loi du 8 décembre 2009 qui l'a créée. Nous nous installons provisoirement mi-2010, enfin quand je suis nommé en juillet. Et petit à petit, nous montons en puissance pour effectuer la mission qui nous est confiée par le texte de la loi qui s'appelait à l'époque la loi ORTF. Donc nous avons, dans le cadre de la régulation au niveau du système ferroviaire, plusieurs missions. Tout d'abord, concernant, je dirais, l'accès au réseau, nous avons tous les ans à travailler sur ce qui s'appelle le document de référence du réseau, le DRR, qui va consister à permettre aux opérateurs, pas uniquement la SNCF, donc les opérateurs concurrents, puisque depuis plusieurs années, le fret ferroviaire est ouvert à la concurrence, et depuis, je dirais, un peu moins longtemps, le transport international de voyageurs. Donc, ce portail d'accès, ma foi, les conditions d'accès doivent être transparentes, permettre à chaque opérateur de pouvoir s'inscrire facilement dans les demandes de sillons. Et pour ceux qui connaissent, je dirais, ce mode de fonctionnement, il est relativement complexe et il était absolument nécessaire de le rendre plus transparent et de faciliter au maximum les demandes de sillons des opérateurs. Donc ça, c'est le document que chaque année nous étudions. Ensuite, de quoi nous avions déjà et nous avons toujours un avis conforme, c'est-à-dire qui s'impose sur la tarification des sillons, donc les prestations minimales. Donc chaque année, nous rendons cet avis. Nous n'avions que sur les sillons jusqu'à présent, jusqu'à la loi du 4 août. Ensuite, nous, bien sûr, nous intervenons dans le cas où un certain nombre d'opérateurs considèrent que, quelque part, dans l'accès à un certain nombre de prestations, l'accès notamment au réseau, considèrent qu'ils ont été lésés, qu'il y a une discrimination, et donc ils s'adressent à nous. Et c'est ce qu'on appelle chez nous les règlements de différends, qui, dans certains cas, lorsque, je dirais, tel opérateur ou réseau ne respecte pas ce qui est demandé, nous pouvons aller jusqu'à une procédure de mise en demeure et procédure de sanction. Ça, c'est le rôle que nous tenions jusqu'à présent. Nous avions aussi des séparations comptables, notamment celle de Gare et Connexion, qui est une structure un peu à part, toujours au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui SNCF Mobilité. Cette séparation comptable nous a pris à peu près 2 ans. C'est pas simple avec un opérateur historique d'obtenir tous les renseignements nécessaires pour faire le point sur les différents flux financiers qui permettent d'être certain que la tarification de Gare et Connexion sera appuyée sur des éléments qu'on peut justifier parfaitement. Ensuite, nous avons à vérifier aussi, ça c'est notre rôle le plus général, dans l'intérêt de l'usager et dans l'intérêt du service public, à vérifier que l'équilibre des services conventionnés n'est pas perturbé par un certain nombre d'éléments, et particulièrement le cabotage international, puisque jusqu'à présent, c'était la seule chose autorisée qui risquait de venir perturber le service public, et notamment les conventions de service public entre les régions, par exemple, et la SNCF. Donc en fait, on peut considérer que le rôle du régulateur consiste essentiellement à réguler les monopoles. Là, on a un monopole historique, monopole d'État, c'est la SNCF. Et on va voir avec les différentes lois successives, et notamment la dernière, qu'on va avoir d'autres types de monopoles à tenter de réguler, si tant est que ce soit vraiment de la régulation. Je parle des autoroutes.
Le 4 août 2014, la loi qui va porter sur la réforme ferroviaire va étendre nos pouvoirs. Il y a eu de nombreux débats à l'époque. Est-ce que nous devions conserver un avis conforme sur la tarification? Parce que normalement, c'est le gestionnaire d'infrastructure, c'est-à-dire Réseau Ferré de France, aujourd'hui SNCF Réseau, qui établit la tarification. Et est-ce que le fait que la RAF ait un avis conforme sur cette tarification, cela signifie-t-il que c'est la RAF qui établit cette tarification ou est-ce que c'est toujours Réseau qui l'a fait? En réalité, c'est bien Réseau qui établit la tarification. Nous ne devons simplement que vérifier, par un avis conforme qui s'impose, donc au gestionnaire d'infrastructure, nous devons vérifier que cette tarification est bien conforme aux principes qu'imposent les directives européennes. C'est ce que nous faisons. Donc elle doit être, cette tarification, transparente, prévisible, et bien évidemment, ces coûts doivent être justifiés. Ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'au fil du temps, j'ai observé, moi qui suis une sorte d'observateur généraliste de la situation, que malgré, je dirais, tout le côté scientifique qui est, je dirais, extrêmement technique et très professionnel du ferroviaire, au niveau des calculs pour ce qui est l'estimation des coûts, on arrive de temps en temps quand même à un certain nombre d'approximations. Mais bon, c'est une remarque annexe. La loi donc, du 4 août va nous donner non seulement nous maintenir l'avis conforme sur la tarification des sillons, mais aussi l'avis conforme sur la tarification des infrastructures de service, c'est-à-dire les cours de marchandises, les gares de marchandises, et même la sûreté, c'est-à-dire la SUGE, c'est-à-dire la sécurité assumée aujourd'hui par la SUGE, la SNCF. On observe une modification qui est passée un peu inaperçue, c'est que SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer, à ce moment-là, n'est plus Société Nationale des Chemins de Fer. Elle devient SNCF. En même temps, on ne semble pas prêter finalement si attention que ça au fait que ce n'est plus un groupe essentiellement ferroviaire. C'est un groupe qui devient multimodal et qui l'affirme. Pourquoi? Parce que la concurrence commence à s'établir sur un certain nombre de modes de transport, pas toujours régulés d'ailleurs. Et on le verra même avec la loi dite Macron. Donc, SNCF, nous avons un renforcement de notre rôle dans le domaine ferroviaire avec cette loi du 4 août, puisque ces avis conformes s'imposent. Nous avons un certain nombre de séparations comptables à réaliser. Bon, ça, de toute façon, on aurait dû le faire sur la séparation comptable de fret SNCF, la séparation comptable des TER, des TET, pour bien vérifier qu'il n'y a pas des financements d'un service subventionné qui vont vers un service ouvert à la concurrence. C'est interdit. Parce qu'il est aussi interdit qu'un service subventionné d'un côté vienne financer, plus ou moins directement, un autre service conventionné, subventionné. Les subventions doivent être affectées à une dépense précise. Telle convention bénéficie d'une subvention, ça doit rester pour cette convention, ça ne peut pas aller sur une autre. Voilà, donc toutes ces règles, c'est ça la séparation comptable. Nous devons évidemment vérifier tout cela, ce qui est pas vraiment d'une grande simplicité. Nous sommes encore en train de travailler sur la question. On ne peut pas dire que nous avons beaucoup de facilité pour obtenir tous les renseignements. C'est pas simple, mais ça peut se comprendre. Il faut admettre que quand pendant très longtemps un monopole historique est resté monopole, il n'a pas tellement l'habitude qu'un régulateur, ça sort d'où ce machin, vienne lui poser des questions. Le temps que tout traverse l'ensemble des couches hiérarchiques, ça prend un certain temps. Mais on avance progressivement, il n'y a pas de mauvaise volonté, il y a simplement du temps qui est nécessaire pour que chacun finisse par s'accoutumer à ce rôle qui nous a été dévolu. Cette loi nous donne d'autres responsabilités. Notamment, nous avons à vérifier la trajectoire financière de Réseau. C'est-à-dire comment ça se passe dans les 10 ans qui viennent au niveau du respect de l'atteinte du coût complet, par exemple, à 10 ans. Au niveau de l'endettement, comment ça se passe? Il y a un ratio dette sur MOB qui a été défini de 18. Est-ce que ce ratio va être respecté? Sachant que sur tout investissement, aujourd'hui, nous devrons vérifier que, je dirais, la capacité d'autofinancement du projet permet à Réseau de ne pas s'endetter plus que l'endettement actuel. Ce qui va sans doute nécessiter, compte tenu d'un certain nombre de décisions récentes, de sérieuses acrobaties.
Ça, c'est pour, je dirais, la trajectoire financière. Il y a 2 contrats qui doivent être passés sur lesquels nous devons donner un avis. Le contrat entre l'État et Réseau et le contrat entre l'État et SNCF, c'est-à-dire EPIC de tête. Nous n'avons pas d'avis à donner sur le contrat entre l'État et Mobilité. Voilà, donc j'ai résumé assez rapidement toutes les évolutions qui se traduisent par, enfin, que cette loi nous donne comme responsabilité nouvelle, avec un avis sur les projets d'investissement qui dépassent 200 millions d'euros. Il y en aura pas mal, à mon avis, dans les temps qui viennent. Dans les objectifs nouveaux qui nous ont été assignés, qui sont des objectifs un peu généraux, mais on imagine bien avec ce qui se passe après que ça va être utile, favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises. D'où certaines positions qu'on a pu tenir assez durement sur le fret ferroviaire récemment. Voilà, donc j'en ai terminé avec le rôle purement ferroviaire de l'ARAF, et on en arrive à la loi plus récente, dite loi Macron, qui va nous donner une extension sur la route. C'est-à-dire jusqu'à présent, nous étions un régulateur qui n'avait qu'un mode de transport à réguler, le mode ferroviaire. Donc on avait une concurrence intramodale éventuellement, et on en parlera tout à l'heure, ça fera la transition avec le reste, au sein du ferroviaire. On a un exemple, pour l'instant on n'a eu qu'un seul exemple. Chez toi. Maintenant nous allons devenir un régulateur intermodal. C'est-à-dire que nous allons devoir définir, lorsque un projet de liaison routière entre 2 arrêts fait moins de 100 km, déterminer si ce projet de liaison routière crée ou non un déséquilibre substantiel dans l'équilibre de la convention de service public, pour prendre le cas le plus général, entre une région et la SNCF sur une ligne de TER. Éventuellement TET, donc État et SNCF. C'est une compétence, personnellement, je trouvais assez normal que nous l'ayons, dans la mesure où de plus en plus on voyait des modes de transport autres que ferroviaires qui venaient attaquer le système ferroviaire. Nous n'avions eu jusqu'alors qu'un exemple, et ça fera la transition avec la suite, c'était le problème de Tello en PACA. Tello qui avait 3 liaisons aller-retour par jour, une de Marseille jusqu'à Milan et 2 de Nice à Milan. Donc on nous a demandé d'abord si c'était bien une liaison internationale. Alors on avait déterminé de façon générale qu'est-ce qui caractérisait une liaison internationale. Ça dépendait du nombre de voyageurs qui descendaient à tel ou tel endroit. Enfin bon, ça c'était d'accord. Par contre, la question, c'est PACA qui la pose, c'est-à-dire la région qui dit attendez, vous êtes gentil, mais Tello d'une certaine façon suit des itinéraires qui ne sont pas très loin de mon TER. Ça vient prendre des passagers, donc ça va réduire mes ressources, mes recettes. Enfin, ça va déséquilibrer la convention. Donc, après que nous ayons essayé de regarder ce que donnait effectivement cette nouvelle offre, nous avons considéré que l'équilibre n'était pas atteint. Bon. Mais, en parallèle de cette question qui nous était posée, il y en a une qui ne nous était pas posée. C'est celle d'une filiale SNCF routière qui finalement faisait un trajet similaire et qui donc, vu que nous n'étions pas compétents, ne posait pas la question ne nous était pas posée de savoir si ça déséquilibrait ou non la liaison ferroviaire. D'où le fait que, avec la loi du 4 août, la SNCF affichant clairement le fait qu'elle devenait multimodale, et c'est vrai que le transport devenait de plus en plus ouvert à différents modes, autopartage, covoiturage, transport par car, etc., il devenait, à mon avis, essentiel que nous devenions un régulateur multimodal face à un monopole ancien, SNCF, qui lui était clairement multimodal, et toute une concurrence qui commençait à monter en puissance, et on en voit les résultats aujourd'hui. Ça, j'étais tout à fait favorable à ce que nous récupérions cette compétence. Là où j'étais un peu surpris, c'est quand on nous a annoncé que nous aurions aussi les autoroutes.
Sur le moment, je me suis demandé en quoi on allait réguler quelque chose. Après, j'ai compris. Donc ça sera sans doute l'objet un peu du débat tout à l'heure. Je ne vais pas m'éterniser sur la discussion. Nous devons contrôler, bien évidemment, que l'évolution de la tarification est tout à fait normale par rapport au calcul et à ce qu'on doit intégrer dedans. Nous avons un certain nombre d'avis à donner dès lors qu'il y a une modification par avenant des conventions, etc. Enfin bon, beaucoup de choses. On doit s'occuper des stations diverses et variées, des aires d'autoroute sur lesquelles s'installent un certain nombre d'enseignes commerciales, vérifier et surtout contrôler les appels d'offres au niveau des commissions des marchés, vérifier que leur composition comprend bien des gens totalement indépendants, etc., etc. Voilà. Donc je ne fais pas de commentaires sur pourquoi on l'a, mais on l'a. Voilà. Je laisse la parole peut-être maintenant aux journalistes ou autres. On m'a demandé 10 minutes, j'ai essayé de rester... Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Bon, on va rentrer dans non pas dans le vif du sujet, parce que c'est déjà le cas, mais dans le débat. Donc, selon notre formule traditionnelle que beaucoup d'entre vous connaissent, je vais soumettre à chacun des trois intervenants quelques questions auxquelles ils répondront s'ils le veulent bien. Et ensuite, on pourra prendre vos questions, bien sûr, et débattre entre nous tous. Bon, je voudrais simplement rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, très très rapidement, que Pierre Cardot, donc président de la STUR Arafer, et je résume une carrière extrêmement dense, a été nommé pour 6 ans, donc en 2010, président de la RAF, qu'il était auparavant, qu'il a été en particulier maire de Chanteloup-les-Vignes entre 1993 et 2009, conseiller général des Yvelines. Il a été député des Yvelines de 1993 à 2010, président de l'agglomération des Deux-Rives de Seine, entre 2009 et 2012. Et bon, qu'entre autres responsabilités et activités, il est l'auteur d'un rapport, je n'ai plus la date, mais je me rappellerai peut-être, Pierre, sur les violences collectives et la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Et puis aussi, auteur d'un rapport sur le démantèlement des navires en fin de vie, qui montre enfin, en tout cas, la largesse de ses compétences. Voilà. Bon, en 2 mots. J'en sais un peu moins, et qu'il me pardonne sur Jean-Yves Petit, qui est vice-président, donc EELV. Est-ce que ça s'appelle toujours comme ça? C'est EELV, oui, parce que là, il y a un climat un peu... Bon. C'est plus taquin que Louis Nègre. Bon, je ne me permettrai pas. Bon, et puis qui est par ailleurs donc délégué au transport et à l'écomobilité de PACA et conseiller municipal de Gémenos. Hein. Bon, et Ingrid Maréchal, qui va bientôt, peut-être avec, enfin, je ne sais pas si on sera informé, saluer manifestement un heureux événement, est secrétaire générale de la FNTV depuis décembre 2014, et puis elle est juriste, elle a un DEA de sciences politiques, elle a été attachée parlementaire, je ne donne pas trop de détails parce que je ne les ai pas tous, membre de cabinet ministériel, justice, transport en particulier, et membre de la DGITM pendant 2 ans. Voilà, alors on passe tout de suite aux questions. Donc Pierre Cardot, s'il le veut bien maintenant, est au même niveau, si je puis dire, que les autres. C'est-à-dire répondra, s'il le souhaite, aux 4 petites questions que je vais vous poser. Alors la première, donc, a pour objectif de planter le décor, comme d'habitude. Dans un climat, une situation où la concurrence entre modes de transport et opérateurs s'accroît, le transport national de voyageurs, qui est encore protégé, devrait s'ouvrir à la concurrence selon le souhait de l'Europe en 2019. Certains le souhaitent, d'autres non. Donc comment le régulateur, et je ne m'adresse pas donc seulement à Pierre Cardot, les autres donneront leur avis s'ils le veulent bien, comment le régulateur devra-t-il s'inscrire dans un paysage territorial qui est recomposé et complexifié pour les autorités organisatrices à la suite du vote de la loi NOTRe en particulier. Je passe la parole peut-être à la dame, par galanterie. Donc Ingrid Maréchal, quel est votre point de vue sur cette idée, en tout cas de votre observatoire à vous? Oui, merci, bonjour. Donc l'autocar s'est ouvert à la concurrence grâce à la loi Macron.
que j'interviendrai peut-être moins sur l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, puisque c'est moins mon domaine de compétence, parce que la Fédération nationale du transport de voyageurs représente 1500 entreprises de transport par autocar en France. Du coup, je suis plus compétente pour parler d'ouverture à la concurrence de ce mode de transport, même si, on verra tout à l'heure, il a des impacts sur le transport ferroviaire qui, à mon avis, sont complémentaires plutôt que concurrents. Voilà ce que je peux dire en introduction. Ça, c'est la question 2, mais globalement, par rapport au paysage institutionnel, le processus de décentralisation en cours, est-ce que vous, donc dans les relations que vont avoir vos adhérents avec les élus, comment voyez-vous les choses? Est-ce que c'est plus compliqué qu'avant? Est-ce que cette bonne nouvelle, en même temps, va être plus difficile à gérer, si je puis dire? C'est effectivement une réforme à laquelle nos entreprises vont devoir s'adapter, puisque on a une majorité de l'activité de nos entreprises qui consiste en du transport scolaire, environ 60% de l'activité de nos entreprises. Et les transferts de compétences entre les départements et les régions vont complexifier un peu le schéma institutionnel local et devoir nous adapter à cette nouvelle norme. Comment en particulier régionale. On va s'adapter au niveau de notre organisation interne, mais aussi au niveau de nos méthodes de travail et de relations avec les autorités organisatrices. Très bien. Jean-Yves Petit, même question, comment l'élu que vous êtes s'apprête à gérer cette nouvelle situation créée par le processus de décentralisation? Écoutez, pour ce qui concerne les régions de France, c'est vrai qu'on vit une sorte aussi de mini-révolution dans le sens où d'une part la loi MAPA, mais ensuite la loi NOTRe confère aux régions un peu plus de prérogatives, de compétences, de pouvoir, entre guillemets. C'est le schéma régional de l'intermodalité. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être un peu notre vecteur commun, parce qu'on peut parler de concurrence segmentée. Il n'en reste pas moins que le point le plus faible aujourd'hui, c'est l'intermodalité, c'est bien de faciliter l'accès au transport, quel qu'il soit. Et donc, c'est un peu ce qui nous motive, nous, au sein des régions. Donc, ce schéma régional de l'intermodalité, c'est également le fait, avec la loi NOTRe, d'avoir le transfert de la compétence transport des départements vers les régions, ou les métropoles pour ce qui concerne certains territoires. Et dans cela, on est sur quelque chose qui est plutôt positif. Je dirais que le point négatif, c'est qu'on n'a toujours pas réglé le financement du transport public régional et qu'aujourd'hui, on travaille pour 0 centime lorsqu'on dessert notamment les périmètres de transport urbain. Et ça aussi, c'est un vrai sujet qu'il conviendra de prendre en compte. Hélas, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat n'ont encore voté dans ce sens-là, mais c'est un vrai sujet. Je rappelle que les régions également, c'est une part d'investissement non négligeable dans le cadre d'une politique volontariste sur les gares, sur l'infrastructure, sur les lieux de remisage. J'y reviendrai. Et donc, c'est des investissements avec la volonté d'avoir une visibilité pluriannuelle, mais qui est ternie, qui est bloquée sur l'absence de financement dédié et qui fait que nous ne sommes pas capables de voir plus loin qu'une année. Et c'est un vrai problème d'ailleurs par rapport aux péages, si je prends cet exemple-là, qui sont payés, que les TER paient. Par exemple, les TER paient un péage supérieur au taux complet. Donc on s'interroge pourquoi. Et on a l'impression d'être un peu la vache à lait du système ferroviaire. Et en même temps, en contrepartie, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup de retours positifs. Ensuite, il y a l'aspect lié où on doit payer sur les gares. Et sur les investissements des gares, on est sur quelque chose d'un peu atypique où nous investissons, mais en même temps, on nous demande de payer un retour sur l'investissement avec ce fameux taux de rémunération du capital. Il y a eu 2 recours auprès de l'ARAF par le STIF d'une part et par la région Pays de Loire, et qui a permis de réduire ce taux de rémunération de 9,6 à 6 et quelques. Question au passage, est-ce que ça va concerner l'ensemble des régions? Ça serait souhaitable. Pour l'instant, on a compris que c'était uniquement ces deux territoires qui étaient concernés. Donc les régions, c'est également un développement important du transport régional. C'est bien entendu les TER. Je ne vous donnerai pas les chiffres sur l'évolution depuis la régionalisation, mais elle a été très importante, tant sur l'augmentation de l'offre que sur les investissements. Rappelons que les régions également, c'est 23%
de l'offre qui est faite par des lignes routières régionales. Et ça aussi, c'est méconnu. On n'a pas attendu la loi Macron pour mettre en place un réseau de desserte routiers voyageurs sur l'ensemble du territoire national et donc au niveau des différentes régions. C'est avec la loi NOTRe donc quelque chose qui sera un volume de l'offre routière qui sera nettement supérieur à l'offre ferroviaire d'ailleurs, lorsqu'on additionnera ce que les départements ont avec les régions. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose d'important. Je voudrais simplement, pour m'en arrêter là et suite à l'introduction faite par Pierre Cardot, indiquer le cas de Tello, parce que moi je le trouve très... Ah non, parce que c'est ferroviaire. La question 2, c'est vous êtes sur le routier. Hein. Je ferai la transition. Simplement pour indiquer que Tello, c'est donc l'ouverture à la concurrence du trafic ferroviaire international. La région ne s'y est pas opposée, c'est les réglementations européennes, on n'a pas à en dire plus. Par contre, c'était un premier cas en France sur l'ouverture à la concurrence de trains de jour. Nous n'étions pas sur un train de nuit entre Paris et Milan, où personne ne le voit passer et personne ne s'y intéresse vraiment au bout du compte. Et donc, sur l'ouverture de ce train de jour, nous avions fait part à l'ARAF de nos interrogations. D'abord, sur la remise en cause de l'équilibre économique de l'offre régionale. Et là, surprise, alors que Vintimille, la gare de Vintimille et la gare de Monaco sont intégrées dans la convention que la région a avec la SNCF, eh bien, il a été considéré que c'était des États et que nous ne devions pas les prendre en considération. Or, Monaco, pour la région, c'est une recette énorme. À titre d'exemple, c'est 40% de la part de marché entre Nice et Monaco. Donc ça vous donne un ordre d'idée et donc ça nous a un peu surpris. Deuxième sujet qui nous interroge, c'est... certes, on ouvre, c'est normal. Par contre, quid des investissements? Comment on peut avoir une vision à long terme lorsqu'on achète du matériel roulant et que dans le même temps, des opérateurs s'installent, des fois au détriment des TER, puisque nous sommes sur un axe saturé où les sillons ne sont pas pléthores, et donc il n'y a pas de droit du grand-père. Donc bien souvent, lorsqu'on s'installe, c'est à la place d'un TER. Qui dit un TER dit une offre de transport public régional qui se réduit. Et donc ça, c'est un vrai souci. Et troisième point, sur les investissements, on investit dans les gares, on investit sur les lieux de remisage, mais quel retour avons-nous? Est-ce qu'on investit pour que d'autres s'installent? C'est aussi une question qui est posée et pour laquelle, à ce jour, nous n'avons pas eu de retour. Et donc, simplement, le reproche qu'on pourrait faire par rapport si on faisait un premier bilan, mais qui est juste au fond du compte, c'est que je crois que l'ARAF aurait meilleur compte à travailler plus en amont avec les régions, avec la région autorité organisatrice, pour mieux appréhender le sujet, de façon à ce qu'on cerne bien les contours pour revoir de quelle façon on peut prendre telle ou telle décision. Voilà. Merci mille fois pour introduire la réponse de Pierre Cardot. Oui, enfin, le sujet a été tranché par le Conseil d'État qui a donné raison à l'ARAF. Le sujet, de toute façon, on peut toujours en discuter. On est bien conscient du fait qu'il y a un équilibre économique et que la région, qui est quand même soucieuse de ses recettes et de ses dépenses, a tout intérêt à éviter que quelque chose vienne accroître un déficit qu'elle devra couvrir. Pour autant, si je prends Tello, on ne va pas rester éternellement sur le sujet, ce n'est pas uniquement aujourd'hui le sujet d'actualité, mais sur les 3 allers-retours, il y en a un qui est en dehors totalement des horaires des TER, le soir. Donc pour nous, on a évidemment le service public, mais on a aussi l'usager. Et l'usager qui a une prestation de service supplémentaire qui lui est offerte gratuitement, en tout cas pour la région, ce n'était pas quelque chose qui nous paraissait inconcevable. C'est plutôt dans l'intérêt de l'usager. Pour le reste, Tello ne fait pas l'omnibus comme le TER, mais prenait un certain nombre d'arrêts et donc pouvait desservir plus rapidement certaines haltes que les TER. Pour ce qui est de Monaco et de Vintimille, tu as raison, mais c'est la loi. Moi, je m'occupe du réseau ferré national. Et Monaco, c'est pas le cas.
Et Vintimille non plus. Ce n'est pas dans le réseau ferré national. Donc on ne peut pas me demander mon avis sur un sujet pour lequel je n'ai pas compétence. Donc c'est ça le problème, c'est que ta convention, elle va sur tout le trajet depuis Marseille jusqu'à la frontière. Et moi, on me demande de ne pas m'occuper de ce qui se passe à Monaco et à Vintimille. Voilà. Donc on peut en discuter longtemps. Le Conseil d'État a tranché. C'est vrai qu'on attendait cette jurisprudence pour savoir effectivement. C'est une question qu'on s'est posée nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte alors que ça a une incidence? Mais hélas, c'est ainsi. Voilà. Bon. Par rapport à la question plus générale, je dirais que la concurrence en 2019, alors je pense qu'il faut qu'on suive un peu ce qui s'appelle le 4e paquet. Hein. On n'est pas prêt de voir l'aboutissement. Hein. Au niveau européen, ça traîne. C'était parti pour essayer d'ouvrir à la concurrence très rapidement, non seulement le transport national, mais le transport régional. Manifestement, 2019, ce sera l'open access uniquement, c'est-à-dire les TGV éventuellement qui pourraient être impactés. Ceci dit, je ne vois pas trop la concurrence s'installer sur les lignes à grande vitesse parce que la SNCF est solidement installée dessus et quand manifestement, et vu le prix des péages, pour que l'investissement soit rentable, et il faut un lourd investissement pour se mettre sur ces lignes, je ne suis pas persuadé qu'il y ait un retour rapide sur investissement pour tout concurrent de la SNCF. Pour le reste, je pense que l'ouverture à la concurrence pour les trains régionaux, ça prend une distance aujourd'hui plutôt de 2026. Je regrette simplement qu'on retarde au lieu d'essayer de faire en sorte que la SNCF se prépare vraiment et qu'on donne les moyens à la SNCF de se préparer à la concurrence. Voilà. C'est tout. J'en dirai pas plus. Le fait que les régions soient plus grandes, plus petites, je crois que personnellement ça ne concerne pas. Elles risquent simplement de récupérer davantage de TET qu'avant. Voilà. Pour ce qui est du coût total, tu as raison, sauf que je rappelle quand même que l'État paye la redevance d'accès aux régions, à la place des régions. Parfait, merci beaucoup. Alors, y a-t-il ou non l'irruption de la libéralisation du transport par autocar en France est-elle ou non une menace pour le transport ferroviaire? Question de base, posée par beaucoup, à laquelle il faudrait qu'on essaye de répondre sur la longue moyenne distance, puisque 100 km et donc la petite distance est en principe interdite. Mais c'est là-dessus que Pierre Cardot interviendra. Peut-on craindre une surenchère entre transporteurs, aiguillonnés de surcroît par le succès du covoiturage, ou faut-il considérer qu'il s'agira d'une offre complémentaire de mobilité? Observera-t-on un report modal? En clair, quelle nouvelle organisation devra être mise en place régionalement dans ce nouveau contexte? Ingrid Maréchal. Oui, donc l'ouverture de la concurrence au transport routier de voyageurs, en particulier à l'autocar, est une formidable nouvelle pour nos entreprises. Nègre l'a salué tout à l'heure. Elle sera, malgré les inquiétudes qui peuvent se faire ici et là, régulée par la RAF, future ARAFER. Mais le voyageur sera aussi l'arbitre entre les différents modes de transport et les nouveaux comportements des usagers en matière de transport vont faire la différence également en cette matière-là. Au niveau de la complémentarité ou de la concurrence, depuis le début, on dit qu'on est plutôt sur une complémentarité plutôt qu'une concurrence. Même si forcément certaines parts de marché vont passer d'un mode à l'autre, c'est le cas dans toutes les régulations, que ce soit en matière de transport ou dans d'autres secteurs. Après, nous, c'est vrai qu'on est un peu dans un paradoxe au niveau de la Fédération nationale des transports de voyageurs, puisque à la fois certaines de nos entreprises se lancent sur ce nouveau marché de la longue distance avec un grand appétit, on l'a vu, et un certain succès. Et à la fois, d'autres de nos entreprises, et parfois les mêmes, opèrent des réseaux ferroviaires par l'autocar. Aujourd'hui, environ 23% des TER sont opérés par des autocars. Donc on a un marché aussi à protéger. Et c'est dans ce sens-là que la FNTV avait préconisé en 2014 auprès de l'autorité de la concurrence
un seuil qui était plutôt autour de 200 km. Parce qu'on estimait que c'était le bon équilibre qui pouvait être institué entre justement la protection de ces activités historiques et l'ouverture à ces nouvelles lignes, les lignes macro, enfin entre guillemets, qu'on appelle comme ça maintenant dans notre secteur. Donc voilà, après, je vous l'ai dit, on estime que l'usager va faire beaucoup dans l'arbitrage, puisque c'est des conditions de transport différentes qui lui sont offertes et à son bénéfice. Et je pense que c'est ce qui était recherché par cette loi. D'accord. Donc vous ne considérez pas que la libéralisation du transport par autocar va faire passer le taux de 23% que vous citiez à 35% par exemple? Pas forcément. De toute façon, on n'est pas dans une position de vouloir faire concurrence aux régions. On est plutôt dans la discussion pour essayer de faire en sorte que les choses s'adaptent. Le problème, c'est que quand on fait une ouverture à la concurrence, c'est le marché qui régule. Et sur la courte distance, on aura heureusement cette nouvelle autorité de régulation qui pourra arbitrer en cas de difficulté. Et les covoitureurs, certains que je ne citerai pas, sont très puissants, vont être plutôt vos partenaires ou des concurrents? Alors autant on est plutôt dans la complémentarité avec le transport ferroviaire, autant sur le covoiturage on est plutôt dans la concurrence. Et pour nous, l'ouverture du transport par autocar est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là, puisque on va observer un report de certains passagers qui optaient pour le covoiturage vers le transport par autocar, donc vers une meilleure sécurité pour eux et davantage de services avec voilà, un report modal important, puisque le transport par autocar est un transport collectif qui permet donc de transporter plus de personnes que dans une voiture. D'accord, on voit que c'est aussi un transport collectif, hein, dans une moindre mesure. Dans une moindre mesure. Voilà, contrairement à l'autopartage. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Merci. Jean-Yves Petit sur cette question. Alors, concurrence ou pas concurrence? Danger, pas danger, report modal, etc., etc. Je vais déjà faire plaisir à mon ami Louis Nègre. Les régions et ni moi n'étions contre l'ouverture et la libéralisation du transport par autocar. Par contre, les régions avaient proposé que ça puisse se faire avec un seuil de 250 km. Nous avions eu une oreille attentive auprès du Sénat. Hélas, ce ne fut pas la même chose au niveau de l'Assemblée nationale, et on ne peut que le regretter, puisque ce que nous craignions est en train de se réaliser, c'est-à-dire un choc frontal entre une offre routière et l'offre ferroviaire. Et ça, sur ma région, c'est typique et c'est un vrai sujet. Et je ne suis pas certain que la complémentarité qui était soi-disant l'objectif initial soit au bout du compte vraiment le sujet actuellement. On est bien sur quelque chose qui consiste à se mettre sur des axes où il y a quelque chose à gratter sur le plan financier, ce qui peut paraître logique, mais en même temps qui risque d'affaiblir l'offre de transport public régional, qui risque de mettre à mal des entreprises routières familiales, des petites entreprises, notamment sur notre région et notamment entre Nice et Marseille. Et c'est aussi un véritable sujet. Et moi, alors c'est là que c'est un peu atypique, c'est que lorsque j'ai discuté régionalement avec les entreprises, avec les exploitants routiers voyageurs, pour leur demander ce qu'ils préféraient, ils m'ont dit, mais nous on préfère une situation qui est régulée, qui est cadrée. Et donc, je crois que là, je ne suis pas certain qu'on marche dans le bon sens en ayant ce seuil à 100 km. Sur le seuil à 100 km, ça me permet d'ailleurs sur Idébus, pourquoi la région n'avait pas fait de recours, c'est tout simplement parce que Idébus, à l'époque, ne faisait pas de cabotage. Et donc, il n'y avait pas, pour nous, une raison d'intervenir auprès de la RAF. Donc, je reviens sur les problèmes qu'on a recensés. Déjà, les régions, c'était aussi une demande qui était forte, demandaient à ce qu'elles puissent être décisionnelles dans la façon dont se mettait en place cette ouverture à la concurrence. Or, les régions n'ont aucun mot à dire, si ce n'est d'essayer,
en suivant chaque jour le site de la RAF pour savoir ce qui va se passer dans la mise en place des ouvertures. Et donc, autant dire qu'on n'a pas ni les moyens humains, ni la capacité de suivre chaque jour comment ça se passe, quelles sont les nouveautés, l'actualité par rapport à des opérateurs qui vont venir s'installer sur telle ou telle région. Et d'autre part, ensuite, lorsque la RAF a rendu sa décision, on a 2 mois pour intervenir. Or, chacun connaît l'institution régionale, et donc ces instances démocratiques, et donc à partir de là, on n'a jamais le temps, en 2 mois, de faire prendre une décision, soit par l'Assemblée plénière, soit par la commission permanente, pour prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Donc c'est un vrai sujet. Ensuite, je crois qu'il faudra voir 2 choses qui me paraissaient importantes. D'abord, c'est les 8 bus de la SNCF. C'est le choc frontal. Alors là, pour le coup, c'est calé sur des horaires de trains régionaux. Et donc, on peut s'interroger sur sur la séparation comptable. Qu'en est-il de la billetterie commune, TER, autres, et puis les 8 bus? Qu'en est-il sur les frais de siège? Qu'en est-il sur l'information? Moi, je suis désolé, mais quand on voit l'information qui est non pas sur SNCF Voyage, mais sur TER mobile, et que lorsque vous faites Marseille, Nice, Stuttgart, que vous voyez les TGV, c'est normal, que vous voyez les TER, c'est normal, mais que vous voyez au milieu les 8 bus, je me dis, là, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond sur la façon dont on fait, et qui finance le TER mobile, et ainsi de suite. Donc, il y a un vrai sujet qu'on a du mal à saisir, et quel est l'objectif recherché. Ensuite, puisque j'ai rencontré Megabus, il y a aussi un problème. Alors là, on est sur le côté ambigu. On fait une desserte entre Paris, Avignon, Marseille, Toulon, soi-disant avec un tarif d'appel à 1 €. Mais si quelqu'un souhaite faire Avignon-Marseille, alors normalement on ne peut pas, mais en fait on peut en achetant le billet sur Paris-Marseille à 1 €. Autant dire qu'on est sur quelque chose d'un peu détourné, et ça méritera quand même qu'on regarde de la façon dont les choses s'opèrent, et si on n'essaye pas de prendre des chemins détournés pour aller en deçà de la distance de 100 km, c'est aussi quelque chose qui convient de prendre en compte. Et puis, il y a un autre problème, puis j'en arrêterai là, j'ai encore d'autres choses à dire, mais j'y reviendrai, simplement sur les données. Demander les données aux exploitants sur les lignes routières, mais encore pire au niveau ferroviaire, c'est extrêmement long, et 2, c'est compliqué, comme Pierre Cardot l'a bien précisé. Alors, si en plus il faut s'évertuer à demander des données pour justifier le risque de la mise en place de telle ou telle desserte sur tel ou tel territoire, là aussi ça va être très compliqué pour les régions, et donc c'est aussi quelque chose qu'il convient de prendre en considération. Je croyais que l'open data était en train de s'ouvrir, si je peux dire, de plus en plus, de se répondre que les données allaient être publiques. C'est pas ça? Alors Pierre Cardot, pour répondre à cette question, cette deuxième question, est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous réclamiez de pouvoir intervenir au-delà de 100 km aussi? Parce que la situation n'est pas simple à entendre Jean-Yves Petit. Non, c'est pas simple, c'est tout nouveau. D'ailleurs, le décret n'est pas encore sorti, il devait être prêt pour le 1er octobre. Aujourd'hui, je ne sais pas encore leur affaire, ce qui prouve qu'il y a encore des discussions sur un certain nombre de sujets. Je pense d'ailleurs liés aux questions que posent les régions. Donc le Conseil d'État doit se prononcer, mais sur le décret. 2 choses. La première, c'est que comme on sait qu'on n'a pas la science infuse, on a lancé une consultation publique qui doit se terminer, si ma mémoire est bonne, le 8 octobre. De façon à ce que chacun puisse nous donner sa vision sur la façon dont nous devons interpréter ce qui nous est donné comme pouvoir, c'est-à-dire qu'est-ce que le déséquilibre substantiel de la Convention, comment est-ce qu'on doit évaluer cet élément. Parce que c'est effectivement une préoccupation qu'on peut avoir nous aussi, c'est pas uniquement la région, je veux dire, on doit respecter un certain équilibre. Et comment va-t-on le faire? En plus, par rapport au ferroviaire où il y avait simplement la notion d'équilibre, là c'est substantiel en plus. Donc quelle est la nuance entre un équilibre tout court et un équilibre substantiel? Sur le plan juridique, il n'y a pas d'explication particulière.
Donc, parce qu'en plus, ce n'est pas seulement la ligne en tant que telle qui pourrait être très proche de l'itinéraire ferroviaire, mais c'est la convention de service public au sens large. On doit évaluer les deux. Donc, nous avons besoin de l'avis des régions, de l'avis des opérateurs, pour savoir un petit peu comment nous devons, d'une certaine philosophie qu'on peut avoir, qui est tirée du ferroviaire, arriver à une doctrine pour, je dirais, cette régulation multimodale que nous devons mettre en œuvre. Pour l'instant, nous avons aussi pris une autre disposition qui avait été annoncée, parce que je pense que c'est le rôle d'un régulateur, c'est que, à propos d'information, nous sommes en train de mettre en place un observatoire pour tout ce qui concerne le transport, notamment la situation de commercialisation, par exemple, c'est ce qu'on a commencé à prendre en compte, mais on veut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on voudrait que les informations dans le domaine du transport soient des informations objectives, issues de nos services, de nos analyses, et pas uniquement dépendant de tel ou tel acteur, qu'il soit monopolistique ou qu'il soit privé. Donc tout ça, ça va prendre un peu de temps. Ça devrait être mis en place pour ce qui concerne l'observatoire final et global en 2016. Dans l'immédiat, nous avons simplement essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui sortait au niveau des demandes des opérateurs. Parce qu'on en a 5 dans l'immédiat qui se sont manifestés. Ouibus, EasyLine, Starshipper, Megabus, Flixbus. A priori, il y aurait 70 lignes ouvertes ou annoncées autour de 250 liaisons. 60 villes desservies. Et potentiellement, alors là-dessus, ça demande à être visité plus profondément, une vingtaine d'arbitrages à prévoir pour les histoires de moins de 100 km. Selon les partenaires qu'on interviewe, il n'y a pas d'arbitrage à prévoir parce qu'il n'y a pas de moins de 100 km. Ça dépend comment on interprète effectivement la mise en œuvre de la loi. Oui, je prends Paris-Le Havre. Je paye Le Havre-Paris. Mettons 5 €, je crois, pas très cher, mais je descends au Havre. C'est pas interdit. C'est Paris-Le Havre, à 5 €, c'est quand même moins cher probablement que le TER. Voilà, donc je pense que là-dessus, il va falloir que les choses se précisent. Pour l'instant, je pense qu'on me dit Paris-Le Havre, non, il n'y a pas de problème. Sauf qu'a priori, il y a quand même des mouvements entre les deux lignes et certains mouvements qui font moins de 100 km. Donc, vous voulez dire entre Paris et Le Havre et arrêt à Rouen. Ah oui, c'est ça, oui. Ben, Le Havre-Rouen, ça fait moins de 100 km, effectivement. Des gens peuvent descendre en ayant payé un aller total, Le Havre-Paris. Voilà. Je pense même qu'ils pourraient monter, mais bon. Du moment qu'ils ont payé la totalité du trajet. Or, il s'avère que les prix sont tellement bas que ça peut venir effectivement percuter. Est-ce qu'on est pour autant compétent? Question. Voilà, donc tout ça devra être précisé. Je crois sincèrement que, en dehors de cet aspect particulier qui consisterait à interpréter la loi d'une façon extrêmement favorable aux transporteurs routiers, je pense plus à un problème lié au TET, avec une distance de 100 km entre deux arrêts. Je pense que ce sont les TET qui seront peut-être quand même un peu plus impactés que les TER. En tout cas, en Allemagne, avec des arrêts à 50 km, ce sont les ICE deuxième classe qui ont été les plus concernés par la concurrence des autocars. Donc, on va continuer à regarder un peu ce qui se passe. Nous avons 2 régulateurs qui sont multimodaux comme nous, l'Italie et la Grande-Bretagne. Mais tous les 2 sont quand même assez récents dans ce domaine. Mais nous allons travailler de concert avec eux pour voir la façon dont ils ont déjà abordé le sujet. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, je n'existe même pas encore d'ailleurs. Oui. Vous avez quand même reçu quelques dossiers officieusement de demande de... Non, par rapport à la procédure annoncée par notre collègue de PACA, les choses vont se passer de la façon suivante. Au-delà de 100 km, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas concerné, on n'a rien à nous déclarer. En deçà de 100 km, tout arrêt, toute distance de moins de 100 km entre 2 arrêts est censé nous être déclaré. Nous publions normalement, immédiatement sur notre site, le fait que quelqu'un nous a dit, un opérateur nous a dit, voilà, j'ai une liaison de moins de 100 km entre 2 arrêts. Et donc, à partir de là, la région est censée
suivre ce qui se passe sur notre site et donc à s'adhérer. Elle a 2 mois, effectivement, pour nous dire ce qu'elle en pense. Et nous, ensuite, on a 2 mois à partir de sa réponse, si la réponse est complète, pour nous déterminer et donner un avis qui est conforme. La région peut soit s'opposer à cette liaison, soit demander des modifications dans l'horaire, etc. Et nous pouvons suivre ou ne pas suivre l'avis de la région, puisque c'est nous qui avons l'avis conforme qui s'impose. Je rappelle quand même que notre avis conforme, même s'il s'impose, peut toujours être attaqué en appel. Bon. On ne revient pas en arrière, non. Enfin, ça peut être contesté quand même. Notre décision peut être attaquée. Il y a quand même beaucoup de questions juridiques qui se posent derrière sur qui paye le différentiel s'il y a une perte de recettes. C'est l'État, c'est la région, c'est la RAF. Bon, voilà. Il y a encore beaucoup de points à éclaircir. Et aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de répondre à cela. Simplement, il a été considéré que c'est à la région, qui est quand même en contrat avec la SNCF, dans le cas de la SNCF, d'obtenir les moyens de disposer des informations qui justifient les coûts de la convention. Normalement, le payeur est celui qui a le droit d'avoir les éléments financiers. Sinon, ça signifierait que dans la plupart des régions, on n'a pas les éléments justifiant le financement des conventions. Ce qui est quand même trop dommage. Ok, merci beaucoup. On va passer à la question suivante qui concerne les gares. C'est un sujet compliqué. Le gouvernement a lancé une concertation à ce sujet auprès de tous les acteurs, gares et arrêts routiers. On sait qu'elles sont souvent déjà saturées, que le maillage est insuffisant. Donc, quelle est votre vision de ce problème? Quel devra être le rôle du régulateur, qui interviendra évidemment dans sur ce sujet, et comment devront être financés et par qui les investissements nécessaires? Ingrid Maréchal. Oui, donc sur les gares routières, la FNTV avait fait une étude en 2012, puisque déjà à l'époque, on constatait une certaine saturation des gares routières existantes, notamment en province, dans lesquelles venaient les lignes régulières régionales, départementales et le transport scolaire. Donc nous avions fait cette étude en se fixant des critères assez exigeants par rapport peut-être à la définition que donnera l'ordonnance qui est en cours de rédaction par l'État et qui devrait sortir à la fin de l'année, puisque nous étions sur une démarche assez théorique et on voulait donner une définition quasi idéale à la gare routière dont tout le monde pourrait souhaiter. C'est-à-dire, c'est quoi la définition idéale? Alors l'idée c'était d'avoir 5 critères qui étaient respectés, c'est-à-dire une infrastructure qui se situait hors voirie, une infrastructure qui était identifiée dans le paysage avec des panneaux de signalisation dans la ville, etc., ou sur un plan, une infrastructure qui disposait d'une information théorique et d'une information en temps réel, et un espace fermé d'accueil pour les voyageurs, ce qui est le minimum, ainsi que des quais affectés qui soient affectés de manière permanente ou en temps réel. Donc ça, c'était les 5 critères qu'on avait définis pour que la gare routière puisse avoir un certain standard d'exigence. À partir de ces 5 critères, on a commencé l'étude sur les villes-préfectures uniquement. Du coup, on n'a pas étudié toutes les gares routières qui peuvent exister en France, mais on s'est rendu compte, ce qui est quand même un constat intéressant, qu'environ 50% seulement des préfectures, des villes-préfectures, disposaient d'une gare routière. Ça en fait combien à peu près, des gares routières en gros, ça fait combien? Ça en fait une cinquantaine. Non, mais... Ça en fait une cinquantaine dans les villes-préfectures. Il n'y a pas que 50 gares routières en France. Il en existe dans d'autres villes. J'ai bien compris, mais ça fait, au total, ça fait combien de gares routières, y compris les plus petites? Notre étude n'était pas exhaustive, donc... Vous ne connaissez pas les chiffres réellement du nombre de gares routières en France? Mais je crois que l'État a...
Ça dépend de la définition qu'on en donne. Moi, les 50%, je vous donne sur ces 5 critères qui étaient assez exigeants et sur lesquels on sera moins exigeant sans doute dans l'ordonnance qui va sortir en fin d'année, qui réformera l'ordonnance de 1945 sur laquelle s'appuient aujourd'hui les gares routières. Donc cette étude nous a permis aussi de constater que plus de 90% des gares routières étaient situées en centre-ville, contre 9% en périphérie. Et donc, je vous l'ai dit, le cadre juridique, notamment de l'ordonnance de 45, ne donnait pas la gouvernance à une collectivité en particulier. Du coup, on a des situations très hétérogènes sur le territoire. Et donc, certaines gares routières appartiennent à des autorités organisatrices urbaines, d'autres à des autorités organisatrices interurbaines. Et environ 20% relèvent d'autres situations. Donc, on a environ 80% des gares qui sont gérées par des collectivités, mais pas toujours la même. C'est pour ça qu'il était intéressant aussi de faire en sorte que la gouvernance des gares routières soit prise en compte dans les futurs schémas régionaux d'intermodalité par les régions. Et certains acteurs pensent même qu'il serait intéressant que les métropoles aussi puissent gérer la situation des gares routières. Ok. Autre chose. En termes de financement, les transporteurs n'ont pas l'intention d'aider, si j'ai bien compris, de contribuer au financement des gares routières ou des nouvelles gares routières ou l'aménagement de celles qui existent. Alors aujourd'hui, on se trouve face à des situations où on manque de gares routières, où les gares routières existantes sont saturées. On le voit notamment à Paris, où la capitale qui est très peu dotée en gares routières, puisqu'on en a à peu près 3 identifiées. Une à Bagnolet qui appartient à EasyLine et Eurolines. Une à Bercy sur lesquelles opèrent les transporteurs de Ouibus. Et puis celle de la Porte-Maillot, où tous les autres transporteurs se garent. À Porte-Maillot, c'était une gare routière qui était initialement dédiée plutôt au transport vers l'aéroport de Beauvais notamment, qui est utilisée aujourd'hui notamment par les compagnies étrangères qui se mettent sur le marché, donc Flixbus, Megabus, mais également l'opérateur français Starshipper. Donc c'est déjà saturé alors que le marché n'existe que depuis 2 mois et encore pas arrivé à maturité. Il va falloir aller vite quand même, non? Si on veut que ça fonctionne. Il faut aller vite, mais pas trop vite, puisque le marché est ouvert depuis 2 mois. Oui. Donc les entreprises nous demandent d'avoir un peu de recul quand même pour savoir quels sont leurs besoins en termes d'accueil des passagers. Au niveau des critères, c'est-à-dire savoir s'il leur faut des abris, des distributeurs, que ce soit chauffé, etc. Ils ont des critères identifiés. Par contre, savoir où on met ces points, que ce soit des gares routières, des haltes routières, des arrêts ou des énormes plateformes multimodales, là, il faut un peu de recul pour que le marché se stabilise et qu'on sache quelles sont les nouvelles habitudes et les nouveaux comportements empruntés par les usagers. Certains réclament que ce soit, ou certaines, que ce soit en centre-ville, enfin proche des gares ferroviaires. Les gares routières devraient être liées aux gares ferroviaires. Vous en pensez Alors par endroit c'est pertinent, à condition que l'autocar puisse avoir une voie dédiée qui lui permette d'accéder rapidement en centre-ville. Donc ça peut être compliqué dans les grandes agglomérations, mais ça peut être la solution dans les petites villes. Ok, j'arrive petit. Gare routière. Bien, écoutez, déjà deux petites choses quand même pour toujours sur cette ouverture. Je rappelle que les régions bénéficient d'une dotation de l'État qui a été calculée sur la base de l'offre de transport qui existait en 2000. Et ça n'a plus bougé. Et que là, si j'ai bien compris, c'est que la dotation même va baisser. Si je vous cite un exemple, sur ma région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est autour de 140-150 millions d'euros. En 2017 ou 2018, on va tomber à 100 millions. Donc, une ressource en moins qui se réduit et toujours pas de ressources dédiées. Et
l'ouverture à la concurrence qui se font sur les axes où il y a quelque chose à manger, entre guillemets. Pour vous donner un chiffre, la région, la contribution, c'est autour de 280 millions d'euros que nous versons à la SNCF, et les recettes, c'est autour de 100 millions. Au plus, on a des recettes en moins, et au plus, on se retrouve avec une contribution prise sur fonds propres de la région à payer à la SNCF. Donc le problème qui peut se poser, ça ne sera peut-être pas sur l'axe concerné, mais il pourrait y avoir des conséquences collatérales sur d'autres axes, et sur de l'offre ferroviaire comme sur de l'offre routière. Et ça aussi, mais je pense que Pierre Cardot l'a dit dans la vision globale, il faut avoir cette vision globale, sinon je crois qu'on risque de se tromper. Ensuite, pour ce qui concerne les gares routières, la vision des régions, c'est de dire il ne faut pas un modèle unique national, ce serait une erreur, il faut être plutôt souple sur le sujet, il faut que la plupart des gares, alors, sur les gares ferroviaires, dans beaucoup d'endroits, les régions ont une politique volontariste avec les collectivités locales pour mettre en place des pôles d'échange multimodaux. C'est quelque chose. D'abord, de toute façon, on aurait jaune aujourd'hui qu'en pôle d'échange multimodaux dans la mesure du possible, et donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Mais grand nombre de pôles d'échange aujourd'hui sont saturés. Un pôle d'échange multimodal, c'est le transport urbain, c'est le transport interurbain du département, c'est les lignes régionales, et puis il y a déjà aujourd'hui des lignes internationales, Euroline ou autres, je pense à Avignon par exemple, et dans ce cas-là, en fait, la participation financière de l'exploitant des lignes routières, ben, il paie au toucher de quai comme pour les gares, je veux dire, voilà. Mais il ne contribue pas à l'investissement. Par rapport à l'évolution suite à la généralisation de la libéralisation du transport par autocar, va se poser le cas de l'émergence de gares routières. Mais là, la position que l'on a au niveau des régions, eh bien, c'est que ce sont les exploitants eux-mêmes qui déterminent et qui effectuent l'investissement. On ne va pas investir, nous, pour quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre du transport public. Ou alors, c'est sur un même lieu parce qu'il y a de la place. Mais si vous prenez aujourd'hui, par exemple, la gare Saint-Charles à Marseille, si vous prenez la gare de Toulon ou autre, c'est aujourd'hui des gares qui sont saturées. Et comme nous sommes dans les cœurs de ville où les contraintes foncières sont importantes, on a du mal à imaginer comment cela peut se faire. Donc ça fait partie du débat à avoir et qu'il convient de prendre en compte. Après, oui, bus, c'est pas du transport public? J'ai pas compris, non, je pense pas. Pour vous, ça l'était? Non, ah bon. Et donc, non, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre des cas. Hein? Ah oui, donc c'est une filiale, mais le transport public, demain, si vous voulez, avec les évolutions de compétences, on va mettre en place une tarification harmonisée sur toute l'offre de transport interurbain et le transport ferroviaire. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une tarification unique. On va travailler sur le même sujet avec les AOT-M, les transports urbains. Donc, c'est la demande forte des usagers. Mais ce type d'offre qui vient en plus, c'est de l'offre qui ne rentre pas dans le compte de ce schéma-là. Du moins, je n'ai pas eu de demande dans ce sens. Il n'y a qu'une demande que l'on a et qui va dans le sens de ce qu'a indiqué Pierre Cardot tout à l'heure, c'est par rapport à Tello. Et c'est vrai qu'on a entamé des discussions avec Tello pour qu'il y ait une accessibilité pour les abonnés à ce type de train, puisqu'il dessert les mêmes gares, j'insiste, les mêmes gares que les trains régionaux qui font Marseille-Nice. Et donc l'objectif, c'est d'offrir un service supplémentaire aux usagers. Et simplement pour terminer, le schéma régional de l'intermodalité, comme l'a indiqué Madame, c'est essentiellement important et ça doit reposer sur un schéma stratégique des gares, pôles d'échange multimodaux, gares routières. C'est ce qui est donc de travailler pour chacune d'entre elles sur l'intégration dans leur périmètre proche, sur les fonctions qu'on va leur déterminer et sur le niveau de service qu'on va pouvoir y trouver. Et donc c'est tout le travail que l'on fait au niveau des régions. Pierre Cardot, ça va être compliqué aussi, les gares routières. Comment vous allez traiter ce sujet? Nous, je dirais qu'on a un avis à donner sur les conditions d'accès à ces gares routières, lorsqu'elles seront ouvertes, je dirais, à un certain nombre d'opérateurs sur leur tarification, pour vérifier qu'il n'y a pas d'éléments discriminatoires d'un opérateur par rapport à un autre. On va régler les conflits éventuellement dans ce domaine, si tel opérateur estime qu'il est lésé par rapport à un autre. Mais par contre,
au départ, c'est cette compétence qui est du niveau régional, qui consiste à établir un schéma régional de l'intermodalité dans lequel il y aura un schéma sur les gares routières qui définira leur positionnement et leur cahier des charges, sur lequel on donnera un avis. Voilà, c'est tout. Je pense qu'à si on avait attendu, à mon avis, pour développer l'offre autocar, que les gares routières soient créées, je pense que dans 20 ans, on attendait encore. À mon avis, le raisonnement qui a été tenu, c'est la fonction crée l'organe, donc on lance les lignes et on verra ce qui se passe. C'est vrai qu'il risque d'y avoir pas mal de gens qui vont se promener un peu dans la nature au début, avec des arrêts de bus simples qui seront, ce qu'on connaît, quoi. Je ne vois pas l'intérêt de rentrer dans les centres-villes pour des liaisons intermédiaires. Je vois bien l'intérêt au départ et à l'arrivée d'être pas loin des centres-villes et donc d'être près des gares SNCF éventuellement. Mais j'imagine quelqu'un qui vient de Marseille, je ne vois pas l'intérêt pour lui d'arriver à une gare ferroviaire dans Paris. Il ne vient pas à Paris pour prendre le train. Ou alors il l'aurait déjà pris. Donc manifestement, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont apparaître clairement. La question se pose, je vois ce qui se passe du côté du Mans. Manifestement, il y a des gens qui sont déposés à proximité des aires d'autoroute. Donc là, il y a probablement un certain nombre de choses qui seront de l'ordre de la négociation. Mais quant au financement, on va voir apparaître toutes sortes de financements. Soit les collectivités, soit les sociétés elles-mêmes, soit un mix, PPP et autres. Ça dépendra de l'intérêt que les uns et les autres verront à installer une vraie gare routière. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'ambition au début sur ce que doit contenir une gare routière, sinon on n'en verra pas beaucoup. C'est comme le problème du logement social. Oui. Mais je pense que Jean-Yves Cotier a eu raison de rappeler que un des grands sujets de réflexion dans le transport, c'est les pôles multimodaux, et que pôles multimodaux, gare routière, est-ce que ça doit se croiser, tout ça? Est-ce que c'est deux objets complètement différents? Enfin, il y a une vraie question quand même, me semble-t-il. Bon, alors, on va avant d'entamer le débat avec vous tous, une question pour clarifier peut-être, Pierre Cardot, je la pose à tous les trois. La dernière attribution qui n'est encore pas tout à fait effective de l'ARAF, qui concerne donc les autoroutes. Alors, bon, vous allez veiller, enfin, vous l'avez évoqué, Pierre Cardot, tout à l'heure, la conformité, je ne sais pas, c'est comme ça qu'il faut dire, des contrats donc pluriannuels de 5 ans signés entre l'État et les sociétés d'autoroutes. En particulier, veiller à ce que les appels d'offres soient ouverts à tout type d'entreprise, en gros. Et puis, il y a aussi les tarifs de péage, parce que ça, en revanche, c'est un sujet très sensible qui intéresse tout le monde. Donc là-dessus, qu'est-ce que vous nous direz, Pierre Cardot, tout à l'heure, comment vous allez intervenir spécifiquement sur ce sujet chaud, un peu chaud. Bon, et puis il y a les sociétés autoroutes ont proposé que certaines aires d'autoroute puissent devenir des gares routières. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, Maréchal, tout ça? C'est une excellente idée. Enfin, nous, les entreprises ou les opérateurs publics qui peuvent s'intéresser à la création d'infrastructures d'accueil pour les voyageurs nous intéressent. On discute en ce moment justement avec les sociétés d'autoroutes et l'État pour voir ce qu'il est possible de faire dans le cadre légal de ce qui existe pour accueillir les voyageurs sur les autoroutes, que ce soit sur des aires de service avec des infrastructures spécialement aménagées ou immédiatement à proximité du domaine public autoroutier, à condition que ce soit facilement accessible soit par le réseau urbain, soit par la voiture, donc il y ait des parkings d'accueil. C'est une idée intéressante qu'on ne néglige pas et sur laquelle l'État nous a demandé de travailler notamment. Ok. Jean-Yves Petit, sur ce sujet. Écoutez, là aussi, on est peut-être en avance, mais on travaille déjà sur des aires à l'entrée d'autoroute, des aires de gare routière, des aires de covoiturage, permettant aux lignes régionales
d'éviter de rentrer dans le cœur de ville, je pense à Manosque par exemple, et donc de connecter ces gares routières à l'entrée d'un péage avec un bus urbain qui fait la connexion avec le centre-ville. Donc tout ce qui peut faciliter le transport public régional est bon à prendre. Il y a, encore une fois, un schéma régional de l'intermodalité, il repose sur 2 corridors, les corridors routiers voyageurs, les corridors ferroviaires. Il n'y a pas opposé l'un à l'autre. Je pense qu'il y a de la complémentarité à mettre en place et donc il y a à faciliter leur accès. Et donc ça fait partie de ce qu'il est possible de faire. Maintenant, si vous me demandez par rapport à l'autoroute, oui. Sans faire offense à la compétence et à la qualité des collaborateurs de la RAF, on peut s'interroger sur l'intérêt de transférer ce sujet-là au sein de l'agence de régulation. Il semblerait que ce soit un sujet plutôt politique qui reviendrait, et ça ne serait pas illogique, de la compétence des parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale pour déterminer de quelle façon tout cela peut avancer. Voilà, c'est un peu la vision. Alors peut-être qu'on se trompe, mais c'est un peu le sentiment qu'on peut en avoir. C'est pour ça que je disais que c'était directement lié au conflit de la fin de l'année dernière, cette décision, si j'ai bien compris, Ricardo. Sur les péages et puis les gares routières d'autoroute. Sur les péages, nous devons simplement d'abord veiller à la bonne application des règles qui sont prévues dans les conventions. Qu'est-ce qui doit rentrer dans le calcul qui permet l'augmentation des péages ? Sachant qu'on aura, pour l'instant nous sommes loin d'être compétents, on n'a même pas de collaborateurs dédiés puisqu'on n'a pas encore recruté. J'attends de voir comment va se terminer le PLF pour 2016, puisque pour l'instant je suis censé avoir 62,5 équivalent temps plein à la RAF pour le ferroviaire suite à la loi du 4 août, et que pour l'instant le PLF prévoit 63 équivalents temps plein. Autrement dit, j'ai envie de dire, avec un demi en plus pour gérer les autoroutes et les autocars, ça va être très difficile. Mais je suppose qu'il y aura des amendements. Ou alors c'est qu'on ne veut pas que je gère correctement le sujet. C'est politique, oui. D'ailleurs, c'est ce qui m'a interpellé sur le moment. Pourquoi est-ce que nous récupérons cette compétence ? D'abord, le Parlement, on a bien vu dans les débats qu'il n'avait pas obligatoirement tous les éléments pour participer aux discussions sur la négociation, dont on n'a toujours pas le résultat d'ailleurs, puisqu'il ne me semble pas que le contenu exact des discussions avec les autoroutiers ait été publié. Philippe. Ah, pardon. Donc, il y a un certain nombre d'éléments, pour l'instant, dont je ne dispose pas et je ne peux pas me prononcer. Ceci dit, l'État, le Parlement nous demande de nous occuper de ça. C'est une décision politique. J'applique la loi. Je l'appliquerai d'autant plus quand il y aura éventuellement une ordonnance qui précisera les choses. Mais pour l'instant, notre compétence, c'est 1er février, si tout va bien. Si nous avons cette compétence, c'est parce que la RAF est une autorité publique indépendante et non pas une autorité administrative indépendante. Nous avons la personnalité morale qui nous permet éventuellement d'aller en justice. J'ai une responsabilité dans ce domaine qui est personnelle en tant que président. Le problème de la Commission nationale des marchés antérieurement, c'est qu'elle ne pouvait pas, elle, n'ayant pas la personnalité morale, je dirais, contester un certain nombre de choses. Donc, sur les appels d'offres, par exemple, si nous constatons, enfin si on me signale qu'il y a une anomalie dans la passation du marché, que quelque part il y aurait eu un problème, bon, je peux très bien aller rester en justice en disant voilà, il y a un certain nombre d'anomalies et aller devant les tribunaux. Ce qui n'était pas le cas de la Commission nationale des marchés qui s'est retrouvée dans l'incapacité d'obtenir dans certains cas un certain nombre de renseignements ou d'informations de telle ou telle société. Donc normalement, nous devons arriver à établir une forme de transparence dans tout ce qui se passe par rapport, je dirais, à l'exécution des contrats de concession, que ce soit sur les avenants, que ce soit sur la passation des marchés, l'ouverture des appels d'offres, la libre concurrence, etc. Enfin, c'est un travail qui n'est pas que de régulation, mais un travail de contrôle aussi. Et nous devons, chaque année, je dirais, établir un rapport, une synthèse des comptes des concessionnaires, ça c'est annuellement, et tous les 5 ans, un rapport public qui portera sur l'économie générale des conventions de délégation. Pour l'instant, c'est
quelque chose qui est complètement en friche pour moi. Vous savez, je n'ai pas la science infuse, on me demande de faire des choses, je vais m'organiser pour que nous puissions les faire le plus correctement possible. Je pense que ça va être compliqué. Et c'est ce que je disais, jusqu'à présent, nous avions l'habitude d'un monopole d'État, historique, et là, nous allons avoir affaire à des formes de monopole privés qui sont tout aussi certainement délicats à gérer pour nous. Mais bon, moi, on me demande de le faire, je le ferai. De toute façon, dans moins d'un an, j'aurai un successeur qui pourra s'amuser avec délectation à ce genre de gymnastique. Merci beaucoup. Question. Peut-être que Bernard Soulage qui attend depuis... C'est pas ça. Non, mais simplement, malheureusement, comme beaucoup d'autres, je dois partir pour dire qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de points qui mériteraient des débats. Je vais en rappeler 2 ou 3. La première, parce que ça n'a jamais été dit, je rappelle qu'aujourd'hui, quand une région doit donner des transports routiers dans un secteur où il n'y a pas ce qu'on appelle de train de substitution, ce qui est le cas de l'Ardèche dans la région Rhône-Alpes, elle a l'obligation de le mettre en concurrence. Donc ne disons pas que les régions ne savent pas pratiquer la concurrence. En Ardèche, aujourd'hui, mais c'est vrai dans d'autres régions, nous sommes obligés de mettre en concurrence la desserte routière, et ça a été le cas, puisque nous avons retiré à la SNCF pour mettre à un autre transporteur. Donc il faut bien l'intégrer dans le débat qu'il y a eu sur la loi Macron, et sur le lien entre la loi entre la loi ferroviaire et la loi Macron. On a complètement zappé ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si je fais une réflexion plus globale, je fais partie de ceux, et peut-être même celui qui a le plus milité pour la version finale de la loi ferroviaire et de la loi NOTRe. C'est-à-dire d'un vrai schéma régional et d'un transfert de compétences. J'ai eu beaucoup d'adversaires qui comprenaient tous les modes de transport, y compris le transport scolaire. Et je peux vous dire que mon meilleur ami, l'un de mes meilleurs amis dans la vie politique est Claudie Le Breton, et que ça a été un débat très compliqué avec l'ADF. Je me suis battu jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je considère que la façon dont on a en parallèle fait la loi ferroviaire la loi NOTRe et la loi Macron n'est pas bonne. Parce que nous avons obtenu dans la loi NOTRe un vrai schéma régional et une vraie articulation avec une possibilité de délégation. Et en même temps, on crée des conditions de ne pas pouvoir l'appliquer. Parce que je voudrais faire 2 remarques à Pierre Cardot. Parce que Jean-Yves n'a pas été jusqu'au bout. Très honnêtement, aujourd'hui, quand vous analysez les comptes d'une région et ses recettes TER, vous avez toute la partie périurbaine qui rapporte à peu près pas grand-chose. Parce que la plupart des gens sont abonnés et ça vous rapporte pas grand-chose. Ce qui rapporte vraiment en termes de recettes, c'est du Marseille-Nice, c'est du Lyon-Grenoble à l'usage. Si c'est ça qu'on déshabille, très honnêtement, la perte, elle n'est pas marginale. Parce que là, alors c'est vrai que ça coûte cher, hein. Même mes propres enfants qui sont usagers de TER, ils me disent que ça coûte très cher tes TER. Mais c'est une vraie recette pour les régions. C'est pas l'usager du quotidien qui est abonné. Donc attention à ça. Hein. 3e remarque, je vais vraiment le plus vite possible, mais ça je m'adresse à Pierre Cardot. Je vais être off et sans être off. Je sors des rencontres nationales du transport public. J'ai interrogé tous les transporteurs routiers. Tous. Donc je vais ne citer personne. L'ouverture du car se fait dans des conditions de concurrence que je vous demande de regarder de près. Parce que la tarification, elle est purement liée à des opérations de gain de part de marché. Elle n'a à peu près aucun rapport avec la réalité économique du coût. On le voit bien tous les jours. Et il y a même un certain nombre d'entre eux qui disent on va y perdre beaucoup d'argent, mais tant pis, on y va. Je trouve que faire perdre de l'argent aux régions, perdre de l'équilibre global, je l'ai dit au ministre, hein, personne ne se doute que je ne parle pas avec le ministre de l'économie, mais je lui ai dit, et je l'assume ici, je pense que là on est allé trop vite, et que les 200 km étaient une bonne barrière, surtout si on mettait en parallèle avec la loi NOTRe et ce que l'on était en train de faire de schéma régional. Donc je crois que là, et vraiment vous avez un vrai travail, parce que autant, et je le dis devant la secrétaire générale de la FNTV, la FNTV sait que j'ai toujours milité pour cela. Et quelle était l'idée qu'il y avait derrière la loi NOTRe? C'était que mes petits camarades, je les appelle comme ça, des régions, comprennent qu'il n'y a que TER, ça ne veut pas dire train express régional. Ça veut dire transport express régional. Et que donc il y a une place pour le car. Évidemment qu'il y a une place pour le car. Et si j'ai milité pour qu'il y ait le transport scolaire, c'est parce que je crois qu'il y a de l'intelligence à construire.
C'est-à-dire qu'effectivement, on peut mettre des usagers du TER dans les transports scolaires, que c'est ça l'une des sources d'économie pour les régions, car Jean-Yves le sait comme moi, l'économie du TER, si on ne fait que du train, elle est catastrophique. Donc c'est vraiment, je crois que c'est très important de dire ça. Et enfin, la dernière chose, c'est le flou. Là, je vais être très précis, parce que Pierre Cardot le sait, mais c'est vrai qu'il faut trouver une solution. On ne peut pas avoir un flou comme il est dans la loi sur le mot substantiel. Enfin, je veux dire, le législateur, là je m'adresse à Philippe, je l'ai dit à Gilles Savary, je veux dire, là il y a un moment où il faut qu'on précise les choses. Comment vous allez faire, vous, la RAF, pour dire, ah ben je dois regarder si ça a une atteinte substantielle. Non, il y a un vrai problème, donc il y a un moment où il faut, alors peut-être ça passera par de la jurisprudence. Voilà quelques remarques, hein, très très brièvement, il y en aurait évidemment bien d'autres, mais je pense que le fond du problème, c'est vraiment ma conviction, c'est qu'évidemment il faut faire de l'intermodalité, évidemment il faut mettre du car là où c'est intelligent, et je l'ai fait dans ma propre région, et c'est évident que quand il y a un train diesel avec 20 personnes, c'est ridicule du point de vue écologique et du point de vue économique. Mais je pense que là, on est juste à un moment où on a fait un peu deux choses en parallèle qui n'ont pas de complémentarité. Merci beaucoup. Autre question ? Oui, les acteurs ont... Présentez-vous juste, même si beaucoup vous connaissent, mais... Philippe Segratin. Les acteurs ont développé avec beaucoup de subtilité les difficultés ou les enjeux de la réforme, et je ne les ai pas entendus parler de la révolution, ou très peu. Il y a quelques mois, TDIE nous conviait, c'était pas au Sénat, c'était à l'Assemblée nationale, à entendre la directrice de la communication de Blablacar. Et nous avions tous été stupéfaits par l'assurance, l'aisance, le manque de questions ontologiques, l'assurance d'avoir gagné de cette personne. Et il me semble qu'aujourd'hui, traiter ce qui est nécessaire, comme nous venons de faire, de la réforme, sans évoquer la révolution, c'est-à-dire sans évoquer le fait que nous ne savons plus si, quand nous parlons politique de mobilité, nous ne parlons que de ce qui est régulable et régulé, ou nous intégrons ou nous n'intégrons pas ce qui relève purement du marché. Et donc ma question à l'égard d'une autorité organisatrice, d'une représentante des acteurs et d'une autorité régulatrice, c'est: peut-on encore faire de la politique de la mobilité comme si le marché n'avait pas une dynamique totalement autonome et extérieure? Le président de Blablacar est souvent plus nuancé et j'aurais une tête qui fonctionne bien que sa directrice de la communication, entre guillemets, rien. Mais c'est une façon de vous dire qu'il y a un excellent interview dans notre dernier numéro de ce président. Autre question? Pardon. Il y avait, Je rebondis sur... Présentez-vous s'il vous plaît, monsieur. Jean-Pierre Lombard, membre de TDIE, logisticien. Je rebondis sur l'intervention de M. Soulage en ce qui concerne le transport scolaire. Moi, ce que je vois dans la rue, c'est qu'il y a un service qui est assuré le matin par un autocar dédié qui, à 9h, a terminé sa mission et qui attend sur un parking sa deuxième mission de retour à 17h, 18h. Et je me demande si il ne serait pas plus rationnel d'utiliser cet autocar en milieu de journée pour une ou voire plusieurs petites lignes locales, urbaines. Deux petites réponses, et puis après je suis obligé de vous quitter. Je crois justement que le transfert de la compétence transport des départements vers la région et ce schéma régional de l'intermodalité, ce nouveau plan de transport
aura aussi pour objet d'optimiser l'utilisation. C'est-à-dire qu'un car qui faisait que du scolaire, demain pourra faire du scolaire et quelque chose d'autre à côté. C'est l'évolution des dessertes intermodales avec une tarification unifiée qui permettra d'optimiser. C'est ça l'intérêt aussi de ce transfert de compétences. Et c'est pour ça que, par rapport à la question précédente, moi je crois profondément que non, il n'y aura pas une mobilité indépendante, il y en aura peut-être une certainement, mais il y aura une mobilité organisée, régulée, mise en place par le service public et par les collectivités, tout simplement parce que il y a beaucoup d'endroits où les personnes qui utilisent le transport public le font d'une façon contrainte, soit parce que c'est le territoire qui fait qu'on ne peut pas prendre la voiture, soit c'est la congestion routière, soit sur le coût d'utilisation de la voiture, et bien, soit c'est le lien également pour aller dans sa zone d'activité, dans son lieu d'étude. Et donc, ce qu'on a évoqué sur la libéralisation, on est sur des parcours longs d'une façon globale. Parce qu'on n'a pas discuté des tarifications, mais certes, il y a des prix d'appel à 1 euro ou 5 euros, mais si je prends l'exemple de ma région, dans bien d'autres régions, les tarifications sociales mises en place par les collectivités font qu'on est largement attractif. C'est pas ça l'inquiétude. L'inquiétude, à la limite, c'est sur les occasionnels. Et je crois que Bernard Soulège l'a dit à sa façon. Moi, ma région, dans les recettes, les occasionnels, c'est pas loin de 60%. Parce que nous sommes une région éminemment touristique. Et c'est là où, si on prend dans ce gâteau-là, c'est du coup un affaiblissement de la collectivité et ça risque d'affaiblir l'offre de transport plus globale. Voilà, c'est ce que je voulais essayer de dire tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Une fois, deux fois, trois fois? Bon. Alors peut-être que Philippe veut dire deux mots de conclusion, si vous le voulez bien. Merci beaucoup d'abord d'être venus aussi nombreux. Je voudrais remercier nos trois intervenants, bien évidemment Ingrid Maréchal qui représentait ici les entreprises de transport routier, Pierre Cardot qui on ne présente plus et qui lui est le régulateur, celui qui est chargé de veiller à tous les équilibres en matière de mobilité ferroviaire hier et demain routière également. Et puis, bien sûr, Jean-Yves Petit qui vient de nous quitter, l'excellent vice-président en charge des transports de la région Provence-Côte d'Azur. Alors, de cette matinée, que peut-on retenir? Tout d'abord, bien sûr, le fait que l'année 2016 va être une année de profond changement. De changement dans l'organisation des collectivités territoriales, c'est notamment la conséquence de la loi NOTRe, changement de périmètre, changement de compétences. On peut peut-être ici regretter que les régions n'aient pas reçu non plus la compétence en matière routière, parce que là, elles auraient été vraiment la grande autorité organisatrice des transports. C'est peut-être partie remise, ça se fera peut-être ultérieurement, mais ça les aurait obligés également à, avoir un vrai débat interne sur l'équilibre entre les différents modes. Et je pense que ça aurait pu être, sur ce plan, quelque chose d'intéressant et puis à conduire à un certain nombre de choix, d'économies peut-être plus importants. La RAF, dans la discussion de la loi ferroviaire de 2014, certains, et Pierre, craignaient qu'on veuille un peu lui rogner les ailes. On voulait supprimer l'avis conforme. Enfin, le gouvernement s'interrogeait pour savoir s'il fallait maintenir l'avis conforme de la RAF sur un certain nombre de tarifs. Que constate-t-on? Paradoxe un peu de l'actualité, de l'histoire et de l'activité législative. Elle ressort renforcée de cette séquence de 2 ans. Elle ressort renforcée parce que l'avis conforme est maintenu, parce que ici on étend aussi son champ de compétences. On l'étend bien sûr au transport routier de voyageurs. J'allais dire que c'est une extension amont parce qu'elle arrive au début du processus, alors qu'habituellement un régulateur il arrive plutôt en aval et quand les choses se sont mal passées et qu'il convient de mettre un peu d'ordre dans les systèmes ici de transport. Et puis on lui donne aussi les autoroutes. Alors là c'est plutôt, le contraire. Il y a eu une émotion sur la question autoroutière à l'automne, peut-être une émotion
exagéré sur la question routière. Ça mérite débat, mais ce n'est pas le lieu ni le moment. Et ici, bien évidemment, il a fallu trouver quelqu'un qui puisse suivre d'une façon régulière l'évolution des concessions, l'évolution des péages, et il était bien que ce soit une autorité indépendante qui puisse le faire. C'est une façon à la fois de rassurer les usagers, mais aussi, bien évidemment, les sociétés autoroutières qui vont trouver là probablement un juge qui sera plus impartial que ne peut être le législateur dans des moments un peu d'émotion. Et puis la troisième chose, c'est bien sûr l'ouverture, comment dirais-je, du marché, la libéralisation des autocars. Alors, on en parle un peu comme si c'était un événement absolument exceptionnel. Ce n'est pas un événement exceptionnel. La libéralisation des autocars, ça existe. Ça existe au Royaume-Uni, 30 millions de passagers par an. Ça existe en Allemagne. On était à 19 millions l'année dernière, mais ce sera vraisemblablement plus l'année prochaine. Ça existe en Espagne. Finalement, on est ici dans un processus d'harmonisation avec d'autres pays. Ce qui peut nous poser problème, c'est bien évidemment toute une série de questions sur la concurrence et la concurrence loyale ou faussée avec d'autres modes de transport et notamment avec des services de transport régulés, avec des services publics de transport. Et Bernard Soulages a évoqué des questions tout à fait importantes, mais une des choses qui est problématique, me semble-t-il, c'est le flou que cela va induire dans l'esprit des voyageurs sur la question de la tarification des transports, le coût réel des transports. Parce qu'entre 1 euro ici et 40, 50 euros pour le train en première classe par exemple, eh bien, quel est le vrai prix des transports pour l'usager? Il est déjà tenté de penser qu'ils sont trop chers. Alors là, le transport va devenir quelque chose qui n'a plus de coût. Et je pense que ça, c'est une vraie question, et pour le législateur, et peut-être aussi pour l'économiste ici. La question des gares, vous avez quasiment tout dit. Vous avez parlé de l'insertion des flux de circulation dans les villes, vous avez parlé de la nécessaire modalité des lieux d'échange, vous avez parlé également, bien évidemment, du financement de ces gares. Il y a peut-être une chose qu'on n'a peut-être pas complètement prise en compte, c'est la question de l'urbanisme. C'est pas facile aujourd'hui d'aller insérer un objet aussi important qu'une gare routière au cœur d'une ville. Et ça nécessitera probablement une approche qui soit extrêmement pragmatique en fonction de la taille de la ville, en fonction de la densité de cette ville, en fonction des flux possibles dans cette ville, et pour choisir si c'est une gare de centre-ville, si c'est une gare, j'allais dire, proche de la gare ferroviaire. Et il y a déjà des gares routières ferroviaires dans ma ville, à Caen. La gare routière, elle jouxte de la gare de chemin de fer, donc il n'y a pas de problème. Mais ailleurs, on peut imaginer, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qu'on soit à l'extérieur de la ville, c'est aussi une façon de maintenir la performance de l'autocar sur des longs déplacements. Donc toutes ces questions, elles ont été, j'allais dire, bien traitées par nos invités d'aujourd'hui, que je tiens encore une fois à remercier. Elles ont été aussi traitées de façon incisive par les 2 ou 3 intervenants qui ont pu poser une question tout de suite. Et je suis sûr qu'il est nécessaire de suivre cette question et peut-être d'ici 1 an ou 2, d'avoir une vraie évaluation des effets de l'autocar sur le reste, sur les autres modes de transport. Peut-être une chose qui doit nous amener à ne pas être désespérés de cette question, c'est l'exemple britannique, où malgré un poids très important des autocars et du trafic par autocar, le trafic ferroviaire augmente de 5 à 6% par an. Donc ici, alors les situations ne sont pas comparables, bien évidemment, mais ici, je crois qu'il est important que chaque mode fasse le maximum d'efforts pour être le plus performant et apporter le service de la meilleure qualité aux usagers, aux voyageurs, aux usagers du quotidien et aussi aux voyageurs occasionnels qui semblaient, avoir aussi les faveurs de nos 2 vice-présidents de région qui ont fait remarquer que c'était probablement la meilleure ressource des conseils régionaux. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous pour un prochain
petit déjeuner de TDIE qui aura lieu, je ne sais pas encore quand, on ne sait pas encore, bon, mais qui sera consacré à la modernisation du réseau ferroviaire. Hein. Jacques Rapoport en sera un de nos invités. Hein, c'est sur le plan de modernisation du réseau ferroviaire. Il nous semblait important ici de faire un point, après bien sûr les accidents d'il y a 2 ans, mais aussi après, comment dirais-je, la vérification de la signalisation et aussi avec l'augmentation des chantiers qui peuvent aussi perturber les circulations ferroviaires depuis quelques mois, voire quelques années. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouveaux échanges.